Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Laetitia Eido pour cette web émission l'Entertainment Lab. Bonjour Laetitia. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Alors comment vas-tu et comment vis-tu cette période très particulière voilà, où as-tu été pendant toute cette période? Alors je suis à la campagne. Je suis pas, en fait, je suis venue dans le sud de la France pour un tournage juste avant le confinement. Le tournage s'est arrêté et j'ai décidé de rester loin de Paris, ce qui paraissait plus logique vu l'état de la carte de France et de la propagation du virus. Donc voilà, je suis là pour l'instant et je ne remonte pas tant que j'ai pas d'obligation. D'accord. Voilà, je me plais bien dans mon j'ai un petit bout de jardin dans lequel je peux faire un peu de plantation et j'avoue que ça me fait un bien fou, donc j'en profite. Bon, donc ça fait du bien, ça permet aussi de reprendre du repos et de reprendre du recul peut-être sur les projets, ta carrière et tout ça. Oui, oui, tout à fait. Ça me permet de faire le point sur plein de choses et surtout, j'ai découvert une créativité de confinement. Alors, non pas que je ne sois pas créative, au contraire, dans la vie normale, sans Covid-19. Mais là, le confinement m'a vraiment permis on en parlera peut-être, mais de trouver des moyens d'être créative à la maison Ah, intéressant. et en vidéo et créer des petites vidéos, jouer des textes. Enfin, il y a plein de choses. Et juste avant, je faisais de la musique là, justement. Ah bah parfait, on aura Donc, l'occasion d'en il y a plein de reparler. choses. Ah, c'est très intéressant. Laetitia, toi tu es actrice, artiste, chanteuse française. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement avant les dernières années qui ont été évidemment des temps forts, mais voilà, comment tu en es arrivé à ce métier et quelles ont été un petit peu les étapes clés? Alors, les étapes clés, ça a été architecture en fait, école d'architecture après le bac. D'accord. Parce que je voulais être artiste, mais je savais pas exactement sous quelle forme. Et puis une amie m'a proposé de prendre sa place au conservatoire de Grenoble. Et j'ai essayé. J'avais jamais fait d'art dramatique, donc je suis allée voir et elle voulait arrêter. Et voilà. Et en fait, j'ai été addicte très très vite. Je crois en un cours, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces gens qui apprennent des textes à longueur de journée, magnifiques, alors que moi je passe mes nuits, parce que vraiment en architecture on passe ses nuits à faire des maquettes d'immeubles, de maisons, de ce qu'on veut. Et c'est épuisant. Et je me suis dit, je pense que j'ai pas la passion nécessaire pour surmonter les obstacles que je vais rencontrer dans ma carrière d'architecte, qui est une carrière extrêmement difficile, Mhm. très très ingrate. D'ailleurs, on dit qu'un architecte qui a réussi, c'est un architecte qui a réussi sa reconversion. D'accord. On dit beaucoup ça en école d'archi, et je pense que 9 architectes que je connais sur 10 sont effectivement reconvertis. Il y en a qui réussissent, mais c'est vraiment à grand prix, comme on dit. Enfin voilà, faut payer le prix. Et je savais que ce serait la même chose en tant que comédienne. Je savais qu'il y a très peu d'élus, mais là, je sentais que j'avais une passion naissante que je découvrais, que je pourrais tenir peut-être jusqu'au bout. Sachant que c'est très étonnant pour moi de découvrir cette passion-là, parce qu'en fait, je n'avais jamais quasiment vu de pièces de théâtre. Ah oui. J'allais peu au cinéma. Personne dans ma famille n'est branché art dramatique. Ils sont très artistes, sculpture, peinture et guitare, beaucoup. Moi aussi, donc on est vraiment, on a été infusés. On nous a infusé ces arts différents dans les veines, j'ai envie de dire, dès qu'on était petit. Donc on a énormément créé enfant. Et puis là, d'un coup, je me suis dit, tiens, les mots, pourquoi pas. Moi qui j'adorais écrire depuis toute petite en fait. Je faisais des concours d'écriture dès le collège. Voilà. Donc je m'étais dit que peut-être j'écrirais. Et puis j'ai fini par dire des mots. D'accord. Voilà. C'est une belle Alors ça, c'était pour le histoire. tout début. Il va falloir que je fasse un petit peu plus court peut-être. Non, c'est une belle Je suis intro désolée. déjà de montrer comment tu as pu bifurquer et puis d'avoir eu un déclic aussi par la suite, ce qui peut changer de ah j'ai toujours rêvé d'être comédienne quand j'avais 3 ans. Ouais, non, alors pas du tout. Non, D'accord. non, j'avais même pas intégré que c'était un métier que je pouvais faire. Je me rappelle quand on remplissait les petites fiches à l'école, assez jeune, où on se disait alors qu'est-ce qu'on peut faire. Jamais j'aurais coché comédienne quoi.
D'accord, d'accord. Et alors J'y avais par pas la suite, pensé. après ces cours, quels ont été un peu les projets ou les choses qui t'ont révélé et où tu as pris du Oui, goût à ça? je vais Oui. faire quelques sauts dans le temps parce que sinon ça va être très long. Mais la transition d'architecture à comédienne s'est faite par la scénographie de théâtre et le décor de cinéma aussi. Donc j'ai travaillé un peu là-dedans en parallèle, tout en me formant en tant que comédienne. Puis plein d'expériences de théâtre, 6-7 pièces de théâtre, ben, je cherche le film, parce que si je vais direct, je peux aller directement sinon à la série Netflix Fauda, Mhm, qui a commencé en 2015, je crois, mhm. je me souviens plus, et qui a vraiment été un révélateur incroyable parce que Netflix, parce que 190 pays, parce que enfin 190, oui ils disent pays, mais bon, en tout cas 190 zones de diffusion, c'est énorme et le succès est phénoménal, notamment comme ils disent à Hollywood in the industry. À chaque fois ils disent vous rendez pas compte dans le milieu du cinéma aux Mhm. États-Unis à quel point elle est vue. Donc c'est vrai que voilà, ça a été un gros déclic et D'accord. tous les acteurs sont très reconnaissants à cette série évidemment pour leur carrière. Et alors, comment tu as fait le jump? Parce que donc ça a été un casting, j'imagine, comment s'est organisé un petit peu ta sélection, je dirais, parce que c'est vrai que c'était un premier Ouais. grand rôle, c'est assez étonnant. Donc, comment ça s'est fait en deux mots? Ça s'est fait avec, j'ai envie de dire, beaucoup de sueur, hein, parce qu'en fait, c'est un casting que j'ai passé à distance. D'accord. Et mon agent anglaise m'avait m'a dit récemment, puisque je ne travaillais pas avec elle à l'époque, mais m'a dit, tu sais, un casting, c'est 100 castings de passer et on a le 101e, quoi. Oui. Et en fait, c'est assez incroyable parce que vraiment, j'en avais passé mais un nombre incalculable, vraiment. Et Mhm. à chaque fois, c'était non, 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 et je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais de pas bien? Je travaillais avec un coach, enfin bref. Et puis un jour, j'ai suivi les conseils de ce coach qui me disait, fais une petite liste des 5 réalisateurs avec qui tu as envie de travailler en ce moment. Ouais. Et surtout, pourquoi tu as envie de bosser avec eux. Et dans cette liste, il y avait Eran Riklis, qui est un réalisateur qui a fait La fiancée syrienne et Les citronniers, un très beau film avec Iyam Abbas. Mhm. Et je m'en sentais proche parce que ça parle de différentes religions, ça se passe entre Israël, Palestine. Je lui ai écrit en fait un petit mot sur Facebook parce que je me suis sentie proche de son univers et je lui ai juste dit ça et j'étais même pas sûre qu'il soit en casting à ce moment-là. Et lui m'a dit je suis à Paris. Il m'a répondu au bout de 15 minutes. Il m'a dit je suis à Paris, rencontrons-nous pour un casting. Mhm. Alors, je vous la fais courte parce que ça a été compliqué aussi, mais j'ai appris rapidement en 15 jours l'hébreu et l'arabe pour passer mon casting. En phonétique, puisque je ne parle ni l'un ni l'autre. Mhm. Et j'ai eu le rôle. C'était le film qui s'appelait Mon fils. Mhm. Et en fait, ce film a été visionné, les rushs de ce film, même pas encore montés, ont été visionnés par les producteurs de Fauda, la série, qui cherchaient quelqu'un. Et là, ils m'ont proposé la directrice de casting m'a proposé de passer le casting à distance. J'étais à Los Angeles à ce moment-là. Et voilà, et j'ai passé le casting et je voulais un autre rôle que celui pour lequel ils me voyaient, qui était beaucoup plus petit. Et D'accord. puis eux ils me disaient, mais non, mais pourquoi tu veux pas celui-là? C'est le rôle principal féminin. Je disais, bon, d'accord. Alors, d'accord. C'était quel Et puis l'autre finalement, l'autre que tu souhaitais? c'était le rôle, mais je savais pas trop ce que c'était les rôles, mais c'était le rôle de la femme de celui qui s'appelle la Panthère dans la série, Mhm. dans la saison 1, parce elle vivait entre l'Allemagne et la France et que je trouvais ça plus cohérent. Parce que mon personnage au début n'était pas du tout franco-palestinienne, c'est nous qui l'avons créé, co-créé, et on l'a transformé comme ça. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui soit proche de moi. Je souhaitais en tout cas. Et donc voilà, j'ai eu ce casting et j'étais à Los Angeles. Je l'ai passé par self-tape, donc par e-casting comme on dit. Je me suis filmée dans ma petite chambre de Los Angeles pendant que j'essayais d'avoir des castings à Los Angeles et en fait pas du tout. J'en ai eu un à Tel Aviv. Voilà.
D'accord. Et c'était directement Lior Raz qui a visionné ou t'avais le directeur et le casting director? Comment ça c'est? Alors, il faut savoir que même Lior Raz a passé un casting pour jouer dans sa propre série. Parce qu'à la base, il n'était pas du tout accepté. C'était pas dit qu'il allait jouer dans ce rôle-là. Et il a passé le casting, lui aussi. Donc, on a passé le casting ensemble, à distance. C'est-à-dire la directrice de casting filmait l'écran, filmait Skype. Mhm. Et enfin, filmait l'écran, oui, pendant qu'on était sur Skype. Ça, c'était pour le callback, donc la deuxième partie du casting. Et on s'est découvert comme ça, première fois, pendant le casting Skype. Et donc, il a visionné aussi, évidemment, c'est quand même son projet. Bien sûr. Donc voilà. En tout cas, félicitations parce que c'est une série moi que j'ai adorée et je le dis vraiment de manière réelle. J'ai trouvé que cette série exceptionnelle. J'ai pas eu l'occasion de voir encore la dernière saison, mais cette série moi m'a énormément marqué par son réalisme, par sa narration, par la force des personnages. J'ai trouvé que chacun des personnages était vraiment top et c'est vrai que pour moi c'est dans mon top 5 des très grandes séries, je trouve des dernières années. Donc tu as eu t'as eu du nez et une bonne Mm. coordination de planètes là-dessus. D'ailleurs, Lior je me suis un peu intéressé à son parcours. C'est assez étonnant, lui, en plus, parce qu'il a servi dans l'armée, et lui aussi, que ce projet émerge, il y a eu un certain temps. Il a dû être tenace avant que ça sorte. Beaucoup de temps, ouais. C'est... En fait, personne ne voulait de ce projet parce qu'évidemment, parler du conflit israélo-palestinien dans cette région du monde, quelle chaîne de télé allait être intéressée par ça, vu qu'ils ont ça en permanence aux infos, dans leur vie quotidienne. Enfin, ils en peuvent plus, quoi. C'est ce que pensaient les gens, justement, jusqu'à ce qu'une petite chaîne du câble accepte de partir dans l'aventure. Ouais. Yes TV, ça s'appelle. Yes Studio. Et là, en fait, la première saison s'est fait avec 3 bouts de ficelle, mais vraiment. Et voilà. Et ensuite, Netflix l'a vu oui, a acheté la série qui est devenue ce qu'on appelle étrangement un Netflix Originals, alors qu'en fait, on n'est pas vraiment c'est un peu étrange en fait. C'est par pays, ils achètent comme ça des séries par pays, des séries qui vraiment correspondent à l'univers d'un pays. Mhm. Et ils l'accompagnent ensuite en production pour la suite. Je sais pas pourquoi ils nous appellent Netflix Originals, parce qu'on n'est pas vraiment... Mais bon, en tout cas, ça a donné un énorme coup de fouet positif à la série. Mhm. Et voilà, et on a fait c'est les saisons suivantes. Sur cette expérience par rapport aux autres, donc évidemment, la grande différence, c'est que tu as un personnage récurrent et donc tu as vraiment. Bah, c'est beaucoup plus de suivi qu'un film classique. Pour toi, dans l'approche de ton travail de comédienne, qu'est-ce que ça a changé? C'est que tu dois vraiment être totalement immergé dans le rôle et beaucoup plus interagir peut-être avec le cast et le suivi du scénar. Comment tu as vécu la Pas du différence? tout. Pas du tout. Non, Tu c'est vas pas. voir. Non, c'est passionnant en fait. C'est complètement dingue, même. C'est-à-dire que c'est un projet sur lequel je n'ai absolument pas eu la possibilité de savoir ce qui se passait dans le scénario, Ah oui, puisqu'ils sont en hébreu et en arabe, d'accord. et que je ne parle ni l'un ni l'autre, que je les lis encore moins. Je baragouine un peu d'arabe et j'ai un tout petit peu d'hébreu, mais je les lis surtout pas. J'aimerais beaucoup, hein, mais voilà. Euh, il n'y avait pas du tout assez de budget pour me traduire les scénarios. Donc, il y avait simplement la traduction de mes dialogues. Et je n'avais même pas les didascalies parfois. J'avais juste mes dialogues. Donc, des fois, je savais même pas ce qui se passait euh, autour de moi avant la scène, après la scène. Enfin, j'étais dans un flou Ah complètement ouais, artistique. d'accord. Et la seule chose sur laquelle je me suis vraiment basée, c'est la confiance dans les discussions que j'avais avec les auteurs, avec Lior notamment, et Avi Issacharoff, Mhm. qui est le co-créateur de la série, qui est un journaliste spécialisé du Moyen-Orient, qui parle couramment arabe, et qui m'a vraiment beaucoup rassurée sur l'axe que prendrait la série, sur le fait qu'ils allaient montrer les deux côtés, les deux camps représentés dans cette histoire, les Israéliens et les Palestiniens, de manière équitable, que voilà, il y a plein de choses dont on a parlé,
mais que je ne pouvais pas, moi, vérifier dans le scénario. Donc, j'étais très seule avec mon scénario. Mhm. Et avec mon scénario, avec mes pages de texte à moi. Et j'étais aussi très seule, mais c'est pas négatif, hein, c'est juste comme ça. C'est ce personnage qui était extrêmement seul, puisque ceux qui ont vu ou qui verront la série se rendront compte que je suis en permanence enfermée. C'est-à-dire qu'on m'enferme chez moi. Ensuite, je suis prise, on va dire, en otage. Puis je suis enfermée dans la saison 2 dans l'hôpital parce que je suis sous surveillance de quelqu'un. Je spoil rien, mais je suis en permanence seule en fait. Et j'ai joué dans cette série en tout et pour tout avec trois comédiens en fait. Ah oui, c'est J'ai vrai. joué avec Lior, j'ai joué avec Shadi qui joue Walid, mon cousin, et un petit peu avec Itzik Cohen. Ouais. Qui joue le chef, voilà. Je sais plus son prénom dans la série. Mais voilà, c'est dingue parce qu'à chaque fois on me dit alors les explosions, tout ça. Pardon. Oui, tu avais Les des scènes explosions. bien précises dans certains cas. C'est vrai que t'es vache. Et puis oui, sans tout spoiler, comme tu disais, t'as une grande, ton rôle est vachement intéressant. Il y a une grande dualité. Ah, c'est super. Et l'axe avec Shadi, il est vachement important parce que d'ailleurs lui, il a une vraie montée en puissance dans les deux premiers et je trouve que lui, il est assez étonnant aussi. Là, il fait un Très très bon acteur. C'est un jeune acteur. Il a été pris à la sortie de l'école. C'est assez incroyable, c'est super, c'est un très bon acteur. Voilà, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup aussi. Et il est étonnant parce qu'il a, au début, le côté Okidor, quoi. Plus ça monte, plus il a un côté flippant. Et on se dit, ah ouais, il est vraiment balèze. Et ça joue aussi beaucoup dans la relation qu'il a avec toi, évidemment, qui monte en puissance. Mais c'est sûr que moi, j'ai trouvé ça aussi très fort. Donc, et juste pour comprendre, c'était aussi un souhait, tu penses, de la mise en scène, de garder ce côté finalement reportage et découverte, ce qui fait qu'il voulait pas que les scripts soient trop travaillés en amont, ou c'était vraiment une contrainte de prod, comme tu l'as expliqué? Ah non, pas du tout, c'est de l'argent. Non, tout le monde avait les scénarios, enfin, tout le monde avait tout sauf moi. C'est juste moi moi je les avais, mais je les avais en arabe et en hébreu. Problème de traduction, quoi. Il y avait juste pas de budget pour me traduire 12 épisodes. C'est énorme, en fait. C'est évidemment, puis surtout, on y arrivait sans, donc ils se sont pas non plus cassés la tête plus que ça, puisque ça fonctionnait, donc. Et de mémoire, t'as beaucoup de choses, de mémoire, t'as beaucoup de choses qui passent par les émotions et où t'es pas tout le temps en parole. On est d'accord, il y a beaucoup de scènes qui sont très visuelles avec toi. Il y a les deux, quoi. Mais enfin, ça m'a marqué, moi, quand tu parlais de la scène de l'hôpital. Dans tes réactions, on voit beaucoup de. Oui. Ça passe beaucoup par le visuel. C'est pas des scènes décrites justement comme je disais en didascalie, etc. C'est juste que moi j'ai un texte. Et que j'aime beaucoup jouer dans les silences en fait. J'aime beaucoup quand on me permet de faire ça aussi. Et donc à l'intérieur de la scène, je fais pas exprès. Hein, d'ailleurs, je prends mon temps de ressentir les choses. Donc ça a sûrement créé des moments comme ça d'émotion. Enfin, je me rends pas bien compte, mais si tu le dis, je te crois. C'est des mémoires. Je sais pas où elles sont. Mais effectivement, oui, il y en a certainement, puisqu'on me parle souvent de ce jeu dans les silences, donc je pense que ça passe à l'écran. Bon, bah. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à modifier nos personnages au début de la saison 1 et à les créer vraiment. C'est-à-dire que chaque personne, chaque acteur a discuté beaucoup avec Lior et les auteurs et la script doctor de la saison 1 qui était super, Iba Salamé. Et en fait, on a modifié, on va dire, modelé nos personnages. Ils ont été extrêmement réceptifs. Et donc, moi, mon personnage qui devait normalement être une Palestinienne pure, on va dire, j'ai demandé à ce qu'elle soit franco-palestinienne, comme je disais, et qu'elle puisse avoir ce pied en dehors du conflit pour être capable d'avoir cette empathie pour les deux camps en fait, et en tant que médecin aussi pouvoir soigner de manière vraiment plus distanciée, donc plus objective. Si c'est possible, un homme en face d'elle, un humain, et pas un camp ou un autre camp. Ça, c'était vraiment fascinant. Ils ont écouté, ils ont pris des notes, et ils ont modifié nos personnages. Ça, c'était une très grande chance. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très fort dans la série, c'est ce côté aussi fable et que ça dépasse finalement ce conflit local pour être vraiment une fable universelle et où on voit les failles de chaque personnage. Ça, j'ai trouvé ça très fort. On s'identifie à chaque personnage et ça montre bien toute la complexité. Donc moi, j'ai trouvé
Non, je trouve ça très très fort, donc j'ai hâte de voir la nouvelle série. Je vois que tu as aussi, tu parlais de Los Angeles tout à l'heure, que tu commences aussi à faire des projets aux États-Unis, donc tu as tourné aussi dans Strike Back, j'ai vu, et Oui. The Land of Nothing. Ça veut dire que tu commences aussi à développer aussi toute ta carrière là-bas? Alors en fait, ça c'était avant. C'était D'accord. bien avant, mais oui, j'ai toujours eu un petit peu un pied partout où c'était possible. Aux États-Unis, j'ai travaillé en Algérie, j'ai un agent en Italie. Moi, j'aime bien aller vers des personnages différents et puis ça me permet de découvrir le monde. C'est une chance incroyable. Donc les États-Unis, j'avais commencé avec cette série en 2011, Strike Back, qui est une série vraiment d'action où je jouais une Touareg avec une Kalachnikov dans le désert, très très subtil, mais assez intéressant. Et là, j'ai des projets. J'ai pas vraiment le droit de le dire, mais je le glisse. Je le glisse parce qu'une journaliste l'a dit avant moi. Mais je peux pas en parler, mais simplement, j'ai travaillé avec Terrence Malick en novembre. Donc ça, c'était magnifique. Ah oui. Et pour son prochain film. Et j'ai en projet 2 séries là-bas. Voilà, donc et j'en ai en France aussi, mais j'attends que les choses se signent. Et dans ce contexte, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais je suis une habituée de la patience, donc je patiente. Bon, et alors tu es une passionnée de musique aussi, je vois, parce que tu collabores parfois avec Barton Baker. Mhm. Et donc ça c'est la passion de la musique, elle t'est venue aussi en parallèle ou ça veut... Alors déjà, je suis pas très bonne en musique. Parce que souvent, on D'accord. me dit, tu sais faire plein de trucs. Je dis, non, mais oui, mais alors, je suis pas très bonne en musique. En revanche, ça m'amuse. J'ai fait 11 ans de guitare classique à assez haut niveau. Et en fait, je suis j'étais très bonne, j'ai tout oublié. C'est un peu mon grand désespoir. Enfin, pas tout, évidemment, mais... Et je suis pas vraiment capable de composer une musique, etc. Mais par contre, je me suis toujours dit que le jour où j'arriverai à placer ma voix et à chanter, j'aurais accompli quelque chose. Voilà, je serais devenue un peu plus en accord avec moi-même. Et donc je cherche cette voix. J'ai pas encore trouvé. J'ai chanté pourtant avec les DJ Barton Baker sur un titre l'an dernier. Mon premier titre, c'est le DJ Electro Swing. Donc c'est un style que j'adore parce que Mhm. ça me fait du bien. C'est une musique qui me fait du bien, qui me fait danser. Et en fait, c'était un beau cadeau, une belle récompense parce qu'il a été choisi dans la sélection Greatest Hits du Bouddha Bar. Mhm. Donc c'était très très marrant pour moi, très chouette, très étonnant. Et donc j'ai plein de projets de titres à venir. Et voilà, je me laisse porter. C'est quelque chose dans lequel je ne fais pas d'efforts, contrairement à la carrière de comédienne qui demande beaucoup d'efforts. Là, je me suis dit, je vais juste me faire plaisir. Je crois qu'on devrait tout faire comme ça en fait, mais c'est pas si Mhm. facile. Donc voilà, là je suis Je en train de vois. créer une petite. J'ai écrit un titre hip-hop et en anglais, je suis en train de le mettre en musique avec les moyens du bord du confinement et je trouve ça très drôle. Je suis allée enregistrer la pluie tout à l'heure, par exemple, pour mettre la pluie dans le morceau. Voilà, des choses, des bouts de ficelle, mais c'est ce que j'aime. Et alors tu parlais que la période avait été propice à créer à domicile et tout ça. Si tu veux en parler, ça, comment t'as pu occuper ta créativité en plus de la musique, comme tu parles? Donc il y a évidemment ça. Je me suis amusée aussi à... En fait, j'ai découvert Instagram TV, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je voyais ces IGTV passer tout le temps, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je comprends pas. Bon, pourtant, je suis assez active sur Instagram. Et puis, à cause du confinement, on nous a demandé d'enregistrer des sortes de petits castings de confinement, des choses comme ça. Et je voyais les gens les poster sur Instagram TV. Je me suis dit, bon, alors, c'est bon maintenant, tu vas apprendre. Donc, j'ai regardé comment on faisait. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Donc, ça peut paraître un peu naïf, hein, un peu tombé du, voilà. Mais d'un coup, je me suis mis à enregistrer un poème que j'avais écrit en 2009. Mhm. Et en fait, des poèmes, j'en ai plein mes tiroirs. J'en ai plein mon ordinateur. Et j'ai aimé beaucoup dire ces mots. Parce que souvent, on a dit des poèmes. J'ai publié quelques poèmes. Souvent, on les a dit à ma place. Lus, par exemple, il y avait une sorte je sais pas, d'événement. Et on a lu des poèmes à moi. Et à chaque fois, je suis pas heureuse de la manière dont ils sont lus.
Et là, je me suis dit, c'est tout simple, ça passe par ma voix, par mon ressenti, et ce sont mes mots, quoi de plus logique. Donc j'ai fait ça une fois et je compte bien le refaire et m'améliorer surtout dans la mise en place de ce petit processus. Mais c'est simple, c'est facile, ça transmet des émotions. Mhm. Voilà, ça permet de mettre mes mots en dehors du tiroir. Donc ça, c'est une des choses. Et puis plein d'autres choses. Je dessine aussi, donc je travaille à Mhm. un roman graphique, voilà, sur une histoire qui se passe entre le Moyen-Orient et la France, Mhm. qui parle un peu de ma recherche de racines. D'accord. Voilà. Ah oui, donc l'écriture, et t'as pas le souhait, comme parfois les comédiens, de passer à la mise en scène. Toi, tu t'es là-dedans ou pas forcément, ou Ben, moi, je voulais être réalisatrice avant d'être comédienne, en fait. Oui, Donc, il y a bien un moment où ça va finir par arriver. Mais pareil, ça se fera, si ça se fait, progressivement, quoi. sans douleur. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de faire des projets. Je veux pas que les choses soient forcées. Je trouve que c'est beaucoup de souffrance aussi d'être comédien parce qu'on nous dit Bien non sûr. 100 fois pour nous dire oui une fois. Et j'ai pas envie que les autres activités créatrices Oui, dans lesquelles justement on ne dépend pas des autres ou différemment. En tant que comédien, on dépend beaucoup. tellement des autres. Oui. Là, en tant que créatrice, j'ai vraiment envie de faire des choses qui coulent facilement, qui sont, même si tout projet demande énormément d'énergie. J'ai réalisé le clip de ma chanson, de Atlantida, la chanson dont on parlait avec Barton Baker. Ça a été 2 mois de travail d'arrache-pied. Je dis pas que ça s'est pas fait sans douleur, sans effort, mais ça s'est fait dans le plaisir. Et surtout, je suis aux rênes de mon traîneau, que j'emmène où je veux. Et ça, c'est vraiment appréciable. Bon, bah super. Et dis donc, t'as l'air d'avoir un sacré calme. Parce qu'on imagine d'aller dans des castings avec autant d'enjeux ou de rejouer des saisons, évidemment, d'un Fauda, les enjeux sont forts. Tu as d'ailleurs développé peut-être des petits trucs pour réussir à bien gérer les stress, les angoisses. Parce que là, on a l'impression. Euh, c'est difficile. Moi, ma grosse angoisse, c'est de pas accéder à mon émotion quand j'en ai besoin, notamment les larmes. D'accord. Et donc quand j'ai des castings où c'est difficile, il me faut vraiment du temps pour briser la coquille. Par contre, quand j'atteins cet endroit-là, j'ai toujours peur du débordement aussi. Donc j'ai ces peurs en casting bah ça dépend ce qu'on va me demander. Donc je les travaille beaucoup en amont. J'ai travaillé avec un coach. Je pense que si j'ai trouvé un truc pour me préparer, comme tu me demandais, c'est ça, c'est de travailler en amont. Mhm. Et puis au moins on se plante avec son coach. Et une fois on s'est bien planté, on se dit bah ça au moins je le referai pas en casting. Et le jour du casting, on a le souvenir de ses erreurs et de ses réussites qu'on a travaillé avec lui. Et donc c'est beaucoup plus, on se sent plus en terrain connu. Voilà, Mhm. donc c'est plus simple. Et, euh, et voilà, après, je pense que la chose à faire pour moins avoir peur, mais c'est pas facile, c'est de se plonger dans l'autre, en fait, tout le temps. Même si le Mhm. directeur de casting est le nez sur sa feuille, ce qui est de moins en moins le cas. Je trouve on a de la chance, on a de plus en plus de directeurs de casting qui donnent bien la réplique, donc c'est vraiment génial. Et puis voilà, se connecter à l'autre et voir ce qui se passe sur le moment. T'es aussi très marqué par l'observation. Je sais que souvent les acteurs aiment beaucoup. C'était le cas de Marlon Brando qui s'asseyait à New York, qui regardait tous les gens passer. T'es aussi dans un truc de vraiment observer les autres, comment ils se comportent, ou pas forcément, ça se fait de temps en temps. Oui, mais c'est inhérent à ce qui je suis en fait. Je fais même pas exprès. Je fais vraiment pas du tout ça pour être comédienne. Je faisais ça depuis que je suis petite. Je fais ça. C'est même insupportable parce que je fais ça tout le temps. Je D'accord. détaille tout. Enfin, je veux dire, ça en est au point où un jour je me suis fait voler un déménagement. Donc je sais pas si on peut imaginer ce que c'est. C'est violent. En fait, on n'a plus rien d'un coup. Un camion de déménagement en fait. Donc c'est terrible. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accroupie, écroulée en fait par terre. Et j'ai regardé ma réaction quand je me suis rendu compte que j'avais été volée. Et je me suis dit, oh, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre là. Il faut absolument que je m'en souvienne pour le jour Ouais. où je vais T'as devoir fait le un arrêt jouer. sur image. C'est n'importe quoi parce que je vais jamais jouer une fille qui se fait voler un déménagement. Mais c'est génial. Et je me suis dit,
Et j'étais à peine comédienne à ce moment-là. J'étais encore en transition, architecture. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais pas comme Marlon Brando pour alimenter mes rôles. C'est juste par Spontanément défaut, je dans suis la comme ça vie. en fait. Ouais, D'accord. c'est fatigant. Les acteurs qui peuvent toi te faire rêver ou donc qui te bluffent, acteur ou actrice, voilà, ça peut être français, Ouais. étranger. Alors très clairement Meryl Streep, ça Ah c'est oui, sûr. du lourd. Tilda Swinton. Oh bah oui, je vais prendre du lourd. Je vais pas. Oui, t'as Je raison. rêve forcément, c'est mes rêves. Donc Tilda Swinton par son étrangeté et sa sauvagerie et son Ouais. côté très indépendant. Euh, et peut-être par son nez, ça a quelque chose un petit peu en commun, je trouve. En plus proche et plus accessible peut-être, ou en tout cas dans mon imaginaire, j'aime bien regarder les comportements de Jessica Chastain, c'est-à-dire les comportements, ses interviews, ses D'accord. réactions, parce que c'est quelqu'un qui a réussi assez tard, en fait. Ouais. Et moi, ça commence à bien marcher, pas très tôt non plus. Donc j'aime bien voir comment elle appréhende les choses, voilà, ça me permet d'avoir un petit point de référence. Et chez les hommes, j'aime beaucoup le charisme aussi de Matthew McConaughey. Ouais, bien sûr. Chez les hommes, je cite souvent, je le cite souvent lui. Parce que Mhm. j'aimerais beaucoup jouer avec lui, parce que voilà, je sais pas, j'aimerais bien. Peut-être pour une nouvelle saison de True Detective, tu pourrais susciter lui écrire. Ouais, il y a plein de choses. Mais comment s'appelle oh là là, les noms Woody de séries. Harrelson Big Bang Theory. avec Bang Comment il Theory. s'appelle euh, Ah oui, Big le, Bang Theory, bonne le héros. question. Ah, bon, c'est pas grave. On s'en fiche. De toute façon, dès que je cherche un nom, j'y arrive pas. Donc Mhm. c'est normal. Mais voilà. En gros, pour les D'accord, acteurs. d'accord. Et en réalisateur, en plus de Terrence Malick? Alors pareil, très clairement, Paul Thomas Anderson, j'aimerais beaucoup. Ah oui, Parce que c'est incroyable. D'abord, moi j'adore l'image. oui. Qui est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de réaliser, c'est parce que je photographie beaucoup et que j'aime l'image. Donc lui, ces images, elles me font pleurer de bonheur en fait, tellement qu'elles sont belles. Mhm. Et il est capable de passer d'un style à l'autre. Donc moi qui n'aime pas les étiquettes et être bloqué dans un truc, j'aime beaucoup que lui y arrive avec une maîtrise aussi grande. J'aime pas tout ce qu'il a fait, mais j'aime beaucoup de choses. Mhm. Peut-être, qui je pourrais dire, Edgar Wright, Mhm. Hot Fuzz, Baby Driver. Mhm. En réalisatrice aussi, je bosserais bien avec Sofia Coppola. D'accord. Bon, bah c'est des bonnes références en tout cas. Ben, on Mm. te le souhaite, hein. En tout cas, c'est peut-être des gens qui voudront bientôt travailler avec toi, ou même déjà peut-être. On peut rêver. Et, Il faut rêver. bah écoute, c'est super, Laetitia. Peut-être toi, la dernière peut-être petite question, c'est tout ce que cette période, bon, tu as bien parlé, je pense, de toute cette partie personnelle et comment tu vis tout ça, du point de vue du métier ou de ce que ça peut changer, tu penses, sur l'avenir, ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu penses que ça va changer les choses dans la manière dont on approche le métier, ou est-ce que le digital va prendre encore plus d'importance? Voilà, je sais pas si tu as réfléchi à ça. Oui, enfin, j'ai un avis, mais je peux me tromper. Je sais pas si, je suis pas une productrice, donc c'est difficile de savoir, mais j'espère un peu que pour les plateformes, par exemple, le système américain va un peu s'adapter, fusionner le système français LCNC, comme ça commence à être le cas avec Netflix, parce que les plateformes, c'est quand même une très belle opportunité pour la production mondiale. Enfin, c'est un peu l'âge d'or quand même des Mhm. séries, c'est ce qu'on dit, hein. Et bon, j'espère que ça fera naître de nouveaux courants, de nouveaux artistes aussi, puisque c'est quand même des formats, les séries dans lesquelles on peut être très très inventif. Mhm. Donc moi je pense que plus il y aura de production, plus ça multipliera les genres et que tout le monde y trouvera son compte chez les spectateurs, parce qu'il y a tellement on peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait, mais plus on multiplie l'offre, plus les gens pourront être voilà, pourront voir plein de choses, et que je pense que l'effort à faire en France, c'est investir dans le développement de projets en Mhm. fait différents, parce que ça commence, il y a une sorte de blocage. Je trouve qu'il y a un peu un ancien monde de la production et un nouveau monde. Mhm.
qui est en train d'émerger et que il faut en fait franchir un pas qui serait par exemple aller vers une autre forme de production et d'écriture, comme les ateliers d'écriture à la Rochant, par exemple, dans le Bureau des légendes, qui est en fait un système américain où il y a plein de scénaristes. Et donc c'est un petit peu une sorte d'industrialisation de l'écriture de série. Mais au moins on n'est plus tout seul avec l'artiste qui écrit dans sa chambre. Là, il y a une espèce de laboratoire de création qui fait que c'est extrêmement efficace. On l'a vu en France, je crois que c'est Engrenage qui fonctionne aussi comme ça. Oui, c'est sûr. Et voilà, pour être compétitif. Et moi, je pense que ça n'empêchera pas le cinéma indépendant d'exister. Je pense pas que les plateformes feront de tort en fait au cinéma, parce que le cinéma saura s'adapter, parce que les gens aiment aller au cinéma. Ça reste un rendez-vous social, ça reste un rendez-vous magique, et que voilà, le cinéma reste le cinéma pour moi. Il n'y a pas de danger avec les plateformes. Bon, bah écoute, merci beaucoup Laetitia pour cette interview. Ben, merci à toi, c'était très, très agréable. Merci. Merci.